te la poserai après. Vous vous inscrivez dans quelle filiation? Parce que votre travail, je trouve, on peut citer Montaigne, que vous aimez beaucoup, que vous citez très souvent, Flaubert ou les mythologies de Roland Barthes. Est-ce que ces trois livres vous parlent? Est-ce que, Oui, je les adore. Enfin, j'aime Madame Bovary, les essais, les mythologies, mais enfin, qui n'aime pas ça? Oui. Si filiation il y a, c'est un sillage tellement énorme que s'inscrire dedans est en soi présomptueux, ou absurde, mais c'est Spinoza. C'est-à-dire c'est le sentiment que le monde est tout entier, tout ce qu'il peut être à tout instant, et qu'il y a cette ontologie radicale, décourageante en un sens, enfin, qui n'est décourageante que quand on espère autre chose, et qui ensuite est propice à toutes les merveilles et à l'enchantement. Si vous voulez, l'expérience que nous ne sortons jamais du ciel qui nous contient, quel que soit le degré d'agitation dont on peuple nos vies, cette expérience-là culmine dans l'intuition qu'il n'est pas nécessaire d'aimer rarement pour aimer beaucoup, intuition morale ou amoureuse, culmine dans le sentiment que le fait que la vie n'ait aucun sens n'est certainement pas une raison d'y mettre un terme. C'est ce qu'on appelle la joie tragique. Voilà, ce qu'on appelle la joie tragique. Tragique dans la mesure où les problèmes sont insolubles et où l'existence est un problème absolument indémerdable. Mais joie dans la mesure où souffrir de cela, c'est être malheureux au carré. Donc c'est vraiment Spinoza. C'est Spinoza, et Spinoza a été fécondé par Bergson, en fait, mais à son insu et à l'insu de Bergson lui-même. Bergson lui-même, d'ailleurs, se sentait toujours chez lui en ouvrant l'éthique. Pourtant, il avait le sentiment que les conclusions de Spinoza étaient opposées aux siennes. Et il a fallu la médiation de Jankélévitch, qui a écrit Du vivant de Bergson, une monographie magnifique sur Bergson, dont le dernier chapitre est sur le lien, simplicité et joie, entre Bergson et Spinoza, entre ces deux pensées. Et Bergson lui a écrit à ce moment-là pour lui dire « Mais monsieur, vous avez vu juste, parce qu'effectivement, vous m'avez appris pourquoi moi-même je me sentais chez moi en lisant l'éthique, alors que l'éthique me fait l'effet d'un cuirassé. » Et en fait, le lien entre les deux vient du fait qu'à une ontologie de l'immanence, c'est-à-dire au sentiment que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, que le monde est tout entier, tout ce qu'il peut être, qu'il n'y a pas à espérer, il faut s'intéresser aux choses, mais on n'a pas à y situer le moindre espoir, à cela correspond une expérience du monde qu'on peut appeler mystique, c'est-à-dire une qualité de l'étonnement, un étonnement qui n'est pas soluble dans la conquête de la vérité. Un étonnement qui est à lui-même sa propre fin. L'idée que l'immanence produit un étonnement perpétuel, c'est-à-dire une sagesse de l'étonnement, une sagesse qui consiste à s'en tenir à l'étonnement et non à tenter de le résoudre ou à de le surmonter dans la conquête d'une vérité, cette idée-là, c'est le sillage dans lequel j'essaie de m'inscrire, c'est-à-dire c'est Spinoza-Bergson. Flaubert, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose, et c'est la même chose. Ce que Flaubert dit de la casquette de charme, de la pièce montée, la façon dont il décrit les objets, ou la façon dont il se cache en pleine lumière quand il veut montrer le désir qui étreint Emma, ou sa critique de la bêtise, tout cela, d'une certaine manière, ce serait trop long d'en détailler les étapes, mais tout cela, à mon avis, s'inscrit dans cette double appartenance, qui est un mélange, non pas de désespoir, mais disons de désarroi, et de félicité, ou d'intérêt supérieur porté au monde. Et quant à Montaigne, alors Montaigne c'est un peu différent, mais Montaigne me touche tout particulièrement quand il entreprend d'établir les conditions d'un dialogue entre les êtres, quand il s'attache à montrer la façon dont les individus pourraient véritablement discuter entre eux, quand il explique dans l'art de la conversation que la force est d'être convaincu par les arguments de l'autre plutôt que de convaincre l'autre grâce à sa faiblesse, quand il dit cela et qu'il pose les conditions d'un dialogue véritable entre les individus, il fait œuvre démocratique de façon extraordinaire. Et c'est Montaigne qui distingue la manière et la matière, en montrant que distinguer la manière et la matière, c'est pas distinguer la forme et le fond, c'est s'attacher, puisqu'il le fait au profit de la manière et non de la matière. Alors les gens disent Montaigne est frivole, il s'intéresse à la forme et pas au fond. C'est le contraire. Montaigne s'intéresse à la structure d'un discours plus qu'à son intention. Il permet de penser le fait que deux discours ouvertement antagonistes en réalité sont gémellaires. Et c'est cette trouvaille montagnenne qui est
réjouissante. C'est-à-dire que toute personne qui dit aujourd'hui que l'extrême gauche et l'extrême droite tiennent le même discours, ou ont des discours qui se ressemblent, le simple fait qu'on s'est étonné du soutien de Marine Le Pen à Syriza montre qu'on n'a pas assez lu Montaigne. Montaigne est celui qui permet de comprendre que ces deux discours ouvertement antipodiques sont en réalité gémellaires. Et c'est cette capacité qu'il développe, à mon avis, qui est extraordinaire et extraordinairement féconde aujourd'hui. Montaigne apprend à travailler sur la gémellité d'un discours par-delà des différences objectives. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il montre, c'est que la surface, c'est le fond d'un discours. Voilà. La surface, c'est le contenu d'un discours. La structure d'un discours est la seule chose qui mérite qu'on s'y consacre véritablement. D'ailleurs, la qualité d'une parole ne se mesure pas à son contenu. La qualité d'une parole se mesure au taux d'ouverture qu'elle ménage. Donc c'est en cela que Montaigne est, à mon avis, décisif. Et puis Barthes, qu'est-ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui pérennise le provisoire, qui éternise le transitoire, donc il est proustien jusqu'aux yeux. Il est vraiment, ce qui est beau dans les mythologies, ça n'est pas tant... Parce qu'on pourrait avoir une lecture folklorique des mythologies, dire ouais c'est super, c'est les années 50, on a des infos sur Minou Drouet ou sur la déesse. Non, ou sur les studios Harcourt. Ce qui compte, c'est pas qu'il parle des années 50, parce qu'à ce moment-là, le livre serait obsolète comme les années 50. Non, ce qui est beau avec Barthes, c'est justement qu'au-delà des années 50, enfin, la façon dont il s'empare d'un objet et le traitement qu'il lui inflige, la sémioclastie barthésienne, permet justement de s'affranchir du contexte historique dans lequel il a commencé à travailler. Ce que Barthes enseigne, ça n'est pas ce qu'étaient les années 50. Ce que Barthes enseigne, c'est la façon dont une écriture littéraire peut transformer un objet, enfin, décaducifier un objet. Voilà. Transformer un objet rendu caduc par le passage des années en objet éternel. Et en ça, il est proustien. Ouais. Je dirais la différence entre Barthes et Montaigne, c'est que Montaigne n'a pas de thèse, alors que Barthes est plus dans... Oui, mais c'est le Barthes des années 50, c'est un Barthes marxiste, c'est un Barthes qui est pris dans les contraintes de son époque, dans les exigences de son temps. Montaigne l'était aussi à sa manière, sauf qu'il a écrit les essais pour s'en affranchir. Montaigne ne parle pas de la Saint-Barthélemy dans les essais, par exemple. C'est quand même fou quand on y pense, parce qu'il l'a traversé, il l'a vécu. Donc, le même homme qui élabore les conditions de la discussion élude la question de la Saint-Barthélemy comme la question de l'Église apostolique et romaine. Il n'en parle pas dans les essais, il n'en parle pas. Alors que Barthes est pris plus ouvertement dans les exigences de son temps. Reste que la façon dont Montaigne convertit l'épisode de la Saint-Barthélemy en discours possible sur l'art de discuter, justement, ressemble à la façon dont Barthes lui-même s'empare d'un phénomène daté pour lui donner une seconde vie, c'est-à-dire nous intéresser à lui séparément de l'époque qui lui donne le jour. Donc en cela, leurs démarches peuvent se ressembler de tout. Proportion, dimension, ambition gardée. Écoutez, alors...